Bonsoir à tous. Donc, les avions Barnard, Barnard, c'est le nom de famille. C'est une firme aéronautique d'importance secondaire, créatrice de beaucoup de prototypes, de valeurs et de quelques avions de série, mais dont le palmarès se révéla fort brillant à une époque où l'aviation française monopolisait encore presque tous les records et les performances. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Donc, mon plan sera donc le suivant, l'introduction qu'on a, puis ensuite Adolphe Barnard, l'entreprise, les projets, quelques modèles, la conclusion et les sources. Donc, cette firme fut en effet détentrice de record de vitesse pure en 1924. Le 11 décembre 1924, il permit à l'adjudant Florentin Bonnet de battre le record mondial de vitesse avec 448,771 km/h avec un Barnard Symph V2. Puis de la première traversée de l'Atlantique Nord d'ouest en est en 1929 par des Français, du 13 au 14 juin, avec l'Oiseau Canari, et aussi de la plus grande vitesse obtenue par un hydravion en 1931, environ 540 km/h. Alors, qui était ce Adolphe Barnard? Donc, il est né le 17 juillet 1881 à Asnières. C'est le créateur de la société qui porte son nom. Comme son père Jean Barnard, il effectue des études littéraires, puis il se lance dans un journal spécialisé qu'il collabore pendant plusieurs années à la Semaine financière. Et il meurt le 28 décembre 1955 à Paris. J'en reviendrai un peu plus loin. En 1909, il fonde à Paris, dans le 20e arrondissement de Paris, une entreprise de fabrication de métiers à tisser, dont le succès est presque aussitôt assuré. Donc pas du tout dans le domaine de l'aviation. En 1914, quand la guerre est déclarée, il est mobilisé dans le corps des Zouaves comme sergent à la déclaration de la guerre. Il est sérieusement blessé au début de la guerre, donc en 1914 dans les Flandres. Après plusieurs mois d'hôpital, il est réformé. Donc l'entreprise, bien qu'il ne dispose d'aucune connaissance en matière d'aviation, il va trouver dans le domaine de la production aéronautique un domaine neuf et plein d'avenir. Par ailleurs, il est administrateur de la Société centrale de banque. Il a su se montrer particulièrement habile dans le domaine financier. Aussi, dans les premiers jours de janvier 1917, il fait construire à la Courneuve, donc au nord-est de Paris, une importante usine destinée à la production d'avions de guerre. En 1917, les établissements Adolphe Barnard construisent sous licence des SPAD, des chasseurs SPAD, et en 1922, la société devient la Société industrielle des métaux et du bois, la SIMB, SIMB. Grâce au journaliste Georges Prade, qui a des appuis politiques, il obtient du gouvernement des commandes substantielles pendant la guerre. À la fin de la guerre, près de 2500 SPAD, à la cadence de 310 appareils par mois, sont construits. En septembre 1918, les usines Barnard, 40 000 m² quand même, entièrement couverts, bien qu'ayant brûlé 7 mois plus tôt, des suites de l'explosion accidentelle de munitions stockées à proximité de la société arrive en tête de la production d'avions français avec un tiers d'appareils de chasse. Quand l'armistice est signé, plusieurs contrats concernant les avions de guerre sont résiliés, évidemment. La France n'a plus besoin de se défendre. Le 1er janvier 1919, Adolphe Barnard crée une nouvelle société aux activités diversifiées, société qui succède à son entreprise née du conflit. C'est la Société industrielle des métaux du bois, la SIMB, appelée Fer-Bourrois en abrégé. Au capital, 10 millions de francs, la CIM a son siège social au 1 rue Léon Cladel, dans le 2e arrondissement, à l'angle de la rue Montmartre. Donc, cette société va fabriquer les outils qui permettent la fabrication des meubles, outils, machines-outils et machines de toutes pièces, et même des pianos. Donc, il passe carrément à autre chose. Mais cependant, la CIM va garder les personnels employés pendant la guerre, et entre 1922 et 1924, la société obtient quand même des marchés hors meubles concernant des restaurations de Breguet 14 et des Breguet 16, ce qui lui permet de survivre un peu plus. En 1922, la CIMP est dotée d'une branche aéronautique dont responsable est l'ingénieur Jean Hubert, que vous voyez ici en photo, bientôt secondé par les... Et sur la base de Vélizy-Villacoublay, le hangar D est loué pour quelque temps par la société, hangar dans lequel elle espère monter et remiser ses productions aéronautiques. Né d'un accord entre Adolphe Barnard et les chantiers des ateliers de Provence, et constitué en 1924 au capital de 2 millions de francs, la firme Chantier de Provence, Aviation Hydravion Adolphe Barnard, qui s'appelle la CPA. Cette société, elle va se consacrer à la remise en état et à la réparation des avions militaires de la région provençale.
Le 14 septembre 1927, M. Barnard, il fonde la Société anonyme des avions Barnard, la SAB, qui remplace la CIM. Vous allez voir, régulièrement, il y a plein de sociétés qui se créent et d'autres qui disparaissent. Elle ne s'occupe que de la production aéronautique, mais elle conserve les cadres, les ingénieurs et la maîtrise de celle-ci. La SAB s'assure de la propriété des brevets d'aviation déposés par l'ingénieur Hubert, qu'on a vu 2 slides avant, qui est décédé en novembre. Son successeur est Louis Berchereau. Alors, ce n'est pas un inconnu, il était déjà conseiller technique à la firme. Cependant, la même activité sporadique que celle de la CIM va se retrouver à la SAB. Aucun prototype Bernard ne connaît une production en série. Ça va être la problématique de cette société. Donc, compte tenu de l'activité réduite de l'usine, un mur coupant de l'usine. Malgré cette restriction, l'usine est encore trop grande pour le petit nombre de personnels employés. Les assemblées générales et extraordinaires se succèdent à un rythme élevé afin de décider de la réduction ou de l'augmentation du capital de la firme. À la création de celle-ci, ils avaient 500 000 francs. En mai 31, ils sont à 1,2 million, puis à 3,6 millions en 1932, et en juillet 33, ils sont à 2,5 millions. Par 2 fois déjà, en juin 33 et en juillet 34, les actionnaires réunis refusent de prononcer la dissolution de la société. Les statuts de celle-ci, dans l'article 50, prévoyaient cependant cette possibilité, en cas de perte de la moitié du capital, mais des raisons d'administration financière sans rapport avec l'aviation font l'obstacle de cette possibilité. Malgré qu'il ait des difficultés financières, Bernard il achète en 1935 cette société d'hydravion, la Schreck FBA. Elle est aussi aux prises avec des soucis d'argent. Une partie du bureau d'études et des ateliers Barnard sont alors transférés à Argenteuil, où est construit le dernier appareil à porter le nom de Barnard, c'est l'hydravion H110 que vous voyez ici en photo. L'usine de la Courneuve, qui a déjà connu une fermeture provisoire en février 1935, doit, le 31 juillet, cesser toute activité. Le jugement du 6 octobre 1935 par le tribunal de commerce de la Seine place en liquidation judiciaire la SAB, opération qui a lieu 3 jours plus tard, alors que la société a déjà déposé son bilan. Au cours du mois de mars 1936, les avions Barnard renaissent une fois encore avec l'appui de la Banque centrale française, sous la forme d'une société de gérance au capital de 3 millions de francs, et ceci sous l'impulsion de Jacques-Georges Ortoli, que vous voyez ici en photo, as de la Première Guerre avec 11 victoires officielles. Peut-être que David Méchin, un jour, nous en parlera de cet as. Cette nouvelle société, sous la houlette du baron de Montreuil, a comme directeur technique Jean Charpentier, spécialiste depuis 29 d'ailes volantes, malheureusement sans grand succès. Et en sa qualité d'administrateur délégué de la société de gérance, Adolphe Barnard donne mandat le 10 novembre 1936 à l'ingénieur Gabriel Boré, qui est l'ancien créateur des établissements aéronautiques Bor, puis en 1922 de la SIMS, SCIM, pour céder à une société britannique la licence exclusive pour la fabrication et la vente en Grande-Bretagne et dans les pays sous mandat britannique de 5 modèles d'avions et d'hydravions Barnard. Aux fins commerciales et publicitaires, évidemment, les performances annoncées des appareils sont très majorées et ne peuvent que laisser sceptiques les Britanniques qui se disent mais pourquoi et pour quelles raisons des prototypes aussi performants n'ont pas été l'objet de séries en France. Monsieur Barnard, toujours lui, crée en 1938 à Bègue, en Gironde, une nouvelle société d'avions, la Société anonyme des constructions aéronautiques, l'ARCA, entre autres. Les ateliers sont spécialisés dans la sous-traitance avec l'industrie privée et aussi en 1939 de la fabrication des bords d'attaque des blocs 175 pour le compte de la SN Caso. Cette dernière production cesse évidemment en 1940. Les Allemands, quand ils arrivent, demandent à l'ARCA la réalisation d'éléments pour les avions Junker. Barnard est patriote et de confession israélite, rejette la demande et quitte la région bordelaise. Il se réfugie à Marseille, alors en zone non occupée. À l'heure de la libération, les ateliers de l'ARCA n'ont plus que les murs. Toutes les machines-outils ont été récupérées par les représentants de la Luftwaffe. Ce ne sera que le 1er janvier 1948, soit quasiment 3 ans après la guerre, que Barnard peut récupérer ses locaux, alors que la SN Caso s'y est entre-temps installée avec un ordre de réquisition à la validité un peu convaincante. À l'exclusion de toute indemnité, le propriétaire obtient de la Société nationale que le paiement de la remise en état des ateliers. Circuler, il n'y a rien à voir, comme on dirait. Monsieur Barnard estime que
à 67 ans, il est trop âgé pour de nouvelles activités industrielles. Il laisse son usine à la disposition de son fils Jean. Ce dernier, lui, crée aussi une société, c'est la Société d'études et d'exploitation métallurgique, la SEEM, qui lui permet d'exploiter les différents brevets qu'il possède en matière de technique hydraulique. Monsieur Barnard, pendant ce temps-là, cohabite avec ses deux filles, se rend fréquemment à Bordeaux et à Paris et inversement. Au cours de l'année 55, il y a quelques mois d'intervalle, ses filles devaient être emportées par une maladie incurable et le mardi 28 décembre de la même année, le créateur des avions Barnard disparaissait à son tour, disparition qui, selon ses dernières volontés, est dissimulée à l'ensemble de la presse aéronautique. Seuls les journaux locaux mentionnent son décès. Au niveau des projets, comme vous pouvez le constater sur le graphe, les projets ne manquent pas. Qui dit projet ne veut pas dire fabrication, mais on voit que le plus gros des projets ont été faits entre 1931 et 1933, 9, 11 et 10, et nous allons voir à peu près dans plus les domaines de type d'avion. Donc ces projets, c'est pour tout type d'avion, ça va être de l'acrobatie, du bombardement, de chasse, course, transport, record, etc. C'est surtout les avions de transport où il va essayer de percer, mais il n'y arrivera pas. Donc, je vais vous montrer ici quelques modèles. Donc, le premier modèle, c'est un avion biplace de bombardement qui est créé en 1918, 167 km/h, et il en construit un seul. Construction en bois. Puis, alors je ne vous montrerai pas tous les modèles, puis il propose le Bernard 1, c'est un avion de monoplace de chasse, monoplan, aile basse, construction entièrement métallique, ce qui est révolutionnaire, 248 km/h, et il en construit un seul. Puis le Barnard Swimp V2, là c'est un avion monoplace de course. Le 11 décembre 1924, il permet à l'adjudant Florentin Bonnet, donc ce que je disais tout à l'heure, record mondial de vitesse avec 468 km/h et un record de vitesse de 448. 468, c'était la théorie, en 1924. Et combien d'exemplaires? Un seul exemplaire construit. Puis, en 1924, il décide de construire un avion monoplace de chasse en s'équiplant, c'est-à-dire que l'aile basse elle est plus petite que l'aile haute, construit en bois, 230 km/h, et il en construit un seul exemplaire. Le Barnard 18T, avion de transport, 6 passagers, premier vol en août 27, monoplan aile haute, construction en bois, et il en construit un seul exemplaire. Le Barnard 18GR, GR pour grand réservoir, oiseau tango, donc c'est un avion biplace de raid qui a pour objectif de traverser l'Atlantique Nord aux mains de Tarascon. Tarascon très connu, David Méchant en a déjà parlé, et peut-être qu'il fera aussi un jour une conférence sur lui. Donc c'est un avion monoplan aile haute. Le 10 novembre 1927, le 18T ou 18GR d'appellation officieuse, piloté par Antoine Paillard, quittait Villacoublay à destination d'Istres. Le mauvais temps oblige l'appareil à faire escale à Lyon-Bron dans l'après-midi. Le lendemain, vendredi 11, le monoplan se posait à Istres à 11h30. Il n'est pas retenu par la Compagnie internationale de navigation aérienne. Tarascon, à ce moment-là, pense traverser l'Atlantique Nord avec François Colly au milieu de l'été 27. Mais, comme vous le savez tous, Nagesser et Colly, donc Colly faisait partie de l'équipage de l'Oiseau Blanc et on ne le reverra plus jamais. L'Oiseau Tango est présenté à Marignane, au Bourget et à Londres, mais l'avion, né d'un appareil de transport, semble un peu tangent pour un record de distance. Et il en construit un seul exemplaire. Le Bernard 190T, on peut embarquer 8 passagers. C'est un avion monomoteur de transport, construction en bois, monoplan à aile haute et alléluia, là il n'en construit pas un seul, il en construit 8 pour la SIDNA. Le Bernard 191 GR, c'est un avion triplace de raid. Premier vol en avril 1928, 3 exemplaires de construits. Le numéro 1 fut commandé par Louis Gaudouré pour tenter la traversée de l'Atlantique. Une première tentative le 25 août 28 échoue au décollage du Bourget. Tentant de partir d'Espagne, il doit rentrer en France après le refus des autorités d'agréer son décollage. Le 7 juillet 29, il s'écrase près d'Angoulême, tuant son pilote. Le numéro 2, surnommé l'Oiseau Canari du fait de sa couleur, permet à Jean Assolan, René Lefebvre et Armand Lotti de traverser l'Atlantique en juin 29.
Il décolle le 13 juin des États-Unis. Il rallie la côte espagnole près de Santander, malgré la présence d'un passager clandestin, Arthur Schreber, et ils le font en 29 heures et 52 minutes, devenant ainsi le premier équipage français à réussir la traversée de l'Atlantique Nord. Le numéro 3, aux mains d'Antoine Paillard, remporte le record sur 100 km avec 2000 kg de charge, puis celui de 1000 km avec 1000 kg à respectivement de 223,54 et 220,79 km/h. C'est un monoplan à aile haute, construction en bois. L'oiseau canari est actuellement dans les réserves du musée de l'Air. J'espère qu'un jour on pourra le revoir de nouveau. Le Barnard 192T, 8 passagers, avion monomoteur de transport, premier vol en novembre 29. C'est un monoplan aile haute, construction en bois. Et là, il en construit un seul exemplaire. Le Barnard 60T, avion trimoteur de transport, premier vol en août 29, monoplan aile haute, il peut embarquer 14 passagers. Il a des airs un peu d'un Fokker trimoteur. Et il va en construire un seul exemplaire aussi. Le Barnard HV41, hydravion monoplace de course, premier vol en août 1929. Il est prévu pour participer à la Coupe Schneider de 29. Il est utilisé pour l'entraînement. C'est un monoplan aile basse flotteur et il va en construire un seul exemplaire. Le Barnard 20, c'est un avion monoplace de chasse. L'unique prototype qui vole en printemps 29 est refusé par les services techniques, malgré ses performances. Sa vitesse d'atterrissage est justifiée un peu trop élevée puisqu'elle est à 110 km/h. C'est un monoplan aile basse, construction en bois. Le Barnard HV41, premier vol en août 29. C'est un hydravion monoplace de course, prévu pour participer aussi à la Coupe Schneider. Un seul exemplaire de construit. Le Barnard HV42, hydravion monoplace de course et d'entraînement, premier vol le 10 mars 31. Il est aussi théoriquement préparé pour faire la Coupe Schneider. 3 exemplaires de construit. Monoplan aile basse. Le dessin est de Hideaki Ozawa. Je trouvais qu'il était pas mal fait, ce dessin. Le Barnard S72, c'est un avion monoplace de course. Premier vol en 1930. À son bord, Paillard participe à la Coupe Michelin de 1930. Le 29 juin, il décolle du Bourget. Il va se poser successivement à Reims, Nancy, Strasbourg, Dijon, Clermont-Ferrand, mais hélas, est abandonné près de Lyon par suite d'une panne moteur. Construction en bois, donc un seul exemplaire de construit aussi. Le Barnard HV120, hydravion monoplace de course. Il était aussi prévu pour la Coupe Schneider de 29. Il va voler que le 25 mars 1930. 2 exemplaires de construit cette fois-ci. Le second s'écrase le 30 juillet 31 sur l'étang de Berre. Son pilote, un officier des équipages, Georges Bougou, commande la section d'entraînement sur hydravion à grande vitesse, est tué sur le coup. C'est un monoplan à aile basse avec flotteur. Le Barnard 80 GR, l'Oiseau Tango, donc GR pour grand réservoir, avion biplace de record, il est baptisé l'Oiseau Tango. Le premier vol a lieu le 27 novembre 1930. Un seul exemplaire de construit, pour ne pas changer. Les 30 et 31 mars 1931, il est piloté par Marmoz et Paillard. Il bat le record du monde de distance en circuit fermé, avec 8960 km en 59 heures et 13 minutes. C'est un monoplan aile basse, construction en bois. Toujours un grand réservoir, le Barnard 81, baptisé Antoine Paillard. C'est un avion triplace de record, le premier vol en septembre 31. Un seul exemplaire construit. Il est baptisé Antoine Paillard, comme je disais. Il est prévu pour le record de distance en ligne droite. À la suite d'une interdiction ministérielle, Mermoz tente d'améliorer le record en circuit fermé. Le décollage d'Oran le 29 décembre 31 se termine par un cheval de bois. Heureusement sans dommage pour l'équipage. Mermoz renonce à utiliser l'appareil à la suite des problèmes de vibration d'aile, suivi d'un atterrissage d'urgence, après la rupture des commandes d'aileron. Réparé et rebaptisé l'Oiseau Canari 2, il est confié à Assolan et Lefebvre, qui tentent leur chance à leur tour. Ils partent d'Oran le 4 octobre 33, ils se posent le lendemain à Karachi, suite à une consommation supérieure aux prévisions. La direction des usines Barnard décide de confier l'appareil à un autre équipage. Assolan n'est pas content, il assigne la société en justice, il a un gain de cause 3 ans plus tard. C'est un monoplan à aile basse, construction en bois.
Le Barnard HV40, hydravion monoplace d'entraînement, premier vol en juillet 31, monoplan aile basse avec flotteur et, comme d'habitude, un seul exemplaire de construit. Le Barnard HV220 est un hydravion de course française des années 30. C'est la dernière tentative par la société Barnard de présenter un concurrent dans la coupe Schneider. Les retards causés par des problèmes de moteur signent l'abandon du projet et l'avion ne volera jamais. Donc, il est estimé à 640 km/h, mais c'est une estimation. Puis le Barnard 74-01, avion monoplace de chasse, premier vol en 31, monoplan aile basse, construction en bois, et je vous le donne en 1000, un seul exemplaire de construit. Le Barnard 160, encore un trimoteur de transport, premier vol en juillet 31, monoplan aile haute, structure métallique entoilée, il pouvait emporter 12 passagers, et encore une fois, un seul exemplaire de construit. Le Barnard 260, avion monoplace de chasse, premier vol en septembre 32, monoplan aile basse, construction entièrement métallique, ce qui est une révolution, et, encore une fois, un seul exemplaire de construit. Le Barnard 200T, avion quadriplace de tourisme, premier vol le 25 novembre 32, monoplan aile haute, structure métallique entoilée, et un seul exemplaire de construit. Le Barnard 201T, avion quadriplace de tourisme, premier vol le 12 janvier 33, monoplan aile haute, structure métallique entoilée, et non, cette fois-ci, il en construit 4. Le Barnard H52, 328 km/h à 4000 mètres, c'est un hydravion monoplace de chasse, c'est un dérivé du Barnard 960. Premier vol en septembre 33, monoplan aile basse, flotteur, construction entièrement métallique et un seul exemplaire de construit. Le Barnard 82, avion triplace de bombardement à long rayon d'action, dit de représailles, premier vol en décembre 33, monoplan aile médiane, construction entièrement métallique et non, cette fois-ci, 2 exemplaires de construit. Le Barnard V4, avion monoplace de record. Le Barnard HV101 numéro 1 est mis sur roulette pour tenter de battre le record du monde de vitesse sur base en mars 34. Malheureusement, le couple important du moteur ne permet pas à l'appareil de décoller. C'est un monoplan à aile basse, construction en bois et un seul exemplaire de construit. Le Barnard H110, hydravion monoplace de chasse, c'est un dérivé du Barnard H52, premier vol en juin 35, un seul exemplaire encore de construit, abandonné à la suite de la faillite de la société Barnard, monoplan aile basse avec flotteur. Au nombre d'avions et d'hydravions, sur les 77 projets qu'ont fait toutes ces diverses sociétés que vous avez pu voir, 53 seront construits. Et sur les 77 projets. Et sur les 53 avions construits, il y aura en tout 85 appareils. Celui qui va le plus construire, c'est la B1, donc avec 11 appareils de construits, suivi du 190T, 8 appareils de construits. Et comme vous avez pu le voir, le reste, c'est souvent 1 ou 2 exemplaires. Le nombre de construits, donc vous voyez, hein, majoritairement, il a construit quand même 25 avions de transport en tout, 16 avions de chasse, 11 bombardements de nuit et 8 avions de record, etc., etc. En conclusion, les raisons de l'échec de Barnard sont multiples. Avant tout, il n'arrive pas à sortir du matériel de série. Ça nous rappelle, si vous vous souvenez, de l'épisode de Cousinet que nous avait fait Olivier. Or, la plus forte série produite par les avions Barnard est limitée à 11 appareils. Le constructeur de la Courneuve est aussi victime de la faiblesse de ses moyens industriels, malgré une présence d'ingénieurs de qualité. Bien qu'à l'origine, le créateur de la firme dispose d'une usine parfaitement outillée, les années succédant aux années, le matériel est vieillissant, plus en mesure d'assurer de fabrication de série, et cela au moment où d'autres firmes grandissent et s'unissent même dans des groupements industriels destinés justement à faciliter d'éventuelles productions de série. Le constructeur, lui, il est isolé, sans grands moyens financiers et industriels, et surtout, il n'a pas d'appui politique et n'a pratiquement aucune chance de voir le modèle qu'il présente à quelques programmes au concours adoptés. Enfin, Barnard a le tort impardonnable d'avoir eu toujours raison trop tôt, et en particulier vis-à-vis des services officiels, qui se dégagent pas des appareils de la Grande Guerre. Barnard est en France le pionnier de la construction intégralement métallique, aux éléments rigoureusement interchangeables, de revêtements travaillant également du chasseur monoplan à voilure basse. Ainsi, le fait de présenter des avions en avance sur le temps
au lieu de jouer en sa faveur, ont joué contre lui. Les sources, bah, tout simplement, les avions Barnard, hein, des éditions d'Ocavia, entre autres. Pour les photos, j'étais sur Avia France et Biber, et ch'timis.com, quelques trucs sur Wikipédia et aussi des photos du regretté Jacques Moulin.